Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 3 de cette Vuelta. Étape qui nous a emmené au Picon Blanco. C'était la première arrivée au sommet de cette Vuelta. On reviendra sur le bilan des Bleus, sur les coureurs au top, sur les flops de cette journée. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Ça, c'est très important. Me donner même vos pronostics pour l'étape numéro 4 qui aura lieu cet après-midi. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. En sachant que pour la Vuelta, j'avais dit au départ que pendant les 10 premiers jours, je ferais les vidéos le soir. Mais en fait, je pense que les vidéos seront uploadées plutôt entre midi et 13h30, 14h. C'est-à-dire avant, essayer d'être avant l'étape l'étape du lendemain. Mais voilà, on fera comme ça. Parce qu'avec les Paralympiques, la priorité va être les Paralympiques là, dans quelques jours pour moi. Donc on fera les vidéos Paralympiques le soir et donc les vidéos Vuelta le lendemain. Étape plus animée que prévu. Pour moi, en haut de ce Picon Blanco, j'ai eu très longtemps peur pour tout vous dire, parce que quand j'ai vu l'échappée à 8 minutes, je me suis dit, allez, ça va faire un petit peu comme souvent sur les étapes, sur les grands tours, quand il y a la première arrivée au sommet en première semaine, il se passe pas grand chose, parce que il y a personne qui a envie de prendre la tête du général trop tôt, et on n'a pas envie de contrôler la course sur les jours à venir. Donc je me suis dit, bon, en plus, Roglic, ça va pas le faire chier s'il y a un mec devant qui est dans l'échappée et qui va gagner, parce que je me disais, à part peut-être Dombrowski, Taramae, bon, ces dernières années, c'est quand même pas incroyable pour le général des grands tours. Dombrowski, il n'est pas dangereux pour Roglic, et Roglic est en forme, donc je me disais, ça serait... l'échappée était quasiment idéale pour Roglic. C'est pour ça qu'elle a mis 12 km à sortir, parce qu'on a fait vraiment sortir une échappée qu'on voulait voir, voilà, du côté de Jumbo. Et puis en fait sur les 50 derniers kilomètres, ça a roulé très très fort dans le peloton, surtout dans les 20 derniers kilomètres, il y avait encore pas loin de 6 minutes, et à l'arrivée il y a une 45 je crois. Donc l'écart a vraiment, ça a vraiment fini très très fort dans le peloton, et c'est une étape donc qui a eu des conséquences au niveau des générales, avec des écarts quand même ce soir, parfois importants, et Roglic se retrouve déjà dans une position assez intéressante. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence par le plus du jour, c'est Kenny Elissonde, troisième de l'étape. Il est tombé sur plus fort que lui, on le voyait, hein, quand Dombrowski a accéléré fortement dans le Picon Blanco, il avait du mal à suivre, hein, quand Calmejane a lâché, lui il avait vraiment beaucoup de mal à suivre Kenny Elissonde. Et puis après, il a tenté de finir comme il pouvait. La montée, c'est pas forcément le type de montée où il est le plus performant, parce qu'avec son gabarit, c'est pas forcément le plus puissant. Il est moins puissant qu'un Taramae, qu'un Dombrowski, qui ont des gabarits un peu plus grands. Lui, c'est vrai qu'il est tout petit, hein, Kenny Elissonde, Taramae, il est un peu plus costaud. Et je dirais que sur ce type de montée assez courte, c'est peut-être un peu un avantage. Du côté de Kenny Elissonde, voilà, il a fait sa journée, il est tombé sur plus fort que lui, il l'a dit en interview, hein, Rein Taramae était plus fort. C'est vrai que Taramae, à certains jours où il peut être imbattable, mais vraiment imbattable, et aujourd'hui, c'était... une journée comme celle-là, ça arrive pas souvent dans l'année. Même c'est pas arrivé souvent sur les 10 dernières années pour Taramae, mais alors les quelques fois, il a été vraiment très très fort. Il était vraiment difficile à battre. On pourrait parler un petit peu de Calmejane. Moi j'ai été déçu de Calmejane, il a attaqué beaucoup trop tôt je pense, et il aurait pu être meilleur dans la montée. 7 km, c'est le type de montée où normalement il peut être performant. Calmejane, je trouve qu'il n'a pas extrêmement bien couru, mais c'est quand même une belle performance pour lui d'être quatrième. On continue du côté des Français, donc avec Geoffrey Bouchard. En plus moins également Geoffrey Bouchard comme son coéquipier Lilian Calmejane. C'est pas le type de montée qu'on a l'habitude de voir sur le Giro. Non, Bouchard, c'est déjà bien s'il fait top 15. Même si l'objectif est de faire le général, il a fait 11e du Tour de Burgos, donc on voit à peu près où il se situe. Il se retrouve au général un peu loin, je crois, hein.
Il est 18e. Alors au général, pour un objectif top 15, il est largement pas largué. Surtout qu'il y a des mecs comme Caruso, comme Adam Yates qui feront beaucoup de travail en montagne, même Yann Polanc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même capacité de rentrer 13-14 pour Geoffrey Bouchard. L'objectif aussi de gagner une victoire d'étape. Pour gagner une victoire d'étape, il faut mieux être dans la situation en ce moment de Geoffrey Bouchard, c'est-à-dire d'être à 1,43 après 3 jours de course, que d'être à 30 secondes de Roglic, en sachant qu'il n'est qu'à 1,13 au final de Roglic, parce que Roglic est à 30 secondes de Tarambaye, il faut également le souligner. J'ai oublié de dire également que Kenny Ellison, il est deuxième du général désormais. On verra s'il tiendra. Il y a quand même Ciccone chez Trek, donc je pense que l'objectif est plutôt de travailler pour Ciccone. Du côté de Geoffrey Bouchard, 18e, voilà, bon, il fait quand même pas une mauvaise montée en soi. Je trouve, c'est peut-être pas forcément les meilleures montées pour lui, aussi. Et là, il est à 2,17. Il finit dans le groupe Romain Bardet, Donc pour moi, c'est pas une contre-performance pour Geoffrey Bouchard. Voilà, c'est moyen. C'est moyen, c'est bof. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être aussi pire. Voilà. Donc c'est coup-ci, coup-ça, comme on dirait. Le genre de truc, on peut pas dire grand-chose. Guillaume Martin, par contre, 3,15 aujourd'hui pour Guillaume Martin. Compliqué d'enchaîner Vuelta et Tour de France, surtout que cette année il y a eu peu de temps de pause pour Guillaume Martin. Il y a eu les Jeux Olympiques en plus pour Guillaume Martin, voilà, c'est un peu compliqué. C'était la première journée difficile pour Guillaume Martin depuis les Jeux Olympiques. Et 3 semaines après, il y a eu le décalage horaire. Il n'a pas couru en plus depuis 3 semaines, donc ça a peut-être eu également des conséquences sur sa forme, je dirais, au coureur français. Après, je pense que Guillaume Martin, l'objectif est également d'en claquer une sur la Vuelta, voire d'aller chercher le maillot de la montagne. Là encore, je suis pas sûr que le général soit l'objectif numéro 1 de Guillaume Martin sur cette Vuelta cette année. Après, je me trompe peut-être pour le coureur français, mais j'ai pas l'impression, quand tu vois l'équipe, qu'on ait emmené avec lui une armada chez Cofidis là, sur cette Vuelta. Donc il faut aussi le prendre en compte. Bon, après, les gens m'ont pas l'air d'être exceptionnels quand même pour Guillaume Martin, parce que quand j'ai regardé son placement et dès le début de la montée du Picon Blanco, j'ai senti qu'il était déjà un peu dans le rouge, et il a lâché, je pense assez loin de l'arrivée, parce que 3,15 ça veut dire 1 minute de Bardet, donc il a dû lâcher au moins à 4 ou 5 bornes de l'arrivée, Guillaume Martin. Pour tout vous dire, c'était pas très bien filmé sur cette étape de Vuelta, donc on n'a même pas vu Romain Bardet lâcher, ce qui semble assez incroyable, parce que je suis pas pro français, mais Romain Bardet, quand même, en étant objectif, il était quand même dans le top 10 du général, quoi. Donc on nous a montré un moment Badjoli, le maillot blanc, mais on nous a montré très peu de coureurs qui lâchaient. Même Van Sevenant notamment, on nous montrait pas qui lâchait, donc la réalisation était pas au top. Là, nous, Guillaume Martin, 3,15. Bon, c'est pas idéal, mais il avait déjà perdu du temps sur les premières journées. L'objectif, je pense, c'est maintenant le maillot de la montagne. Et puis je termine avec Romain Bardet. Inquiétant, parce que quand on sait il y a des petits soucis au niveau du dos. Romain Bardet, suite à sa chute autour du Burgos, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est tout simplement une journée moins bonne, une montée sèche, pas forcément ce qu'il aime le plus non plus. Romain Bardet, bon, il a peut-être eu du mal à se mettre dans le rythme. À voir. Ce qui est inquiétant, c'est parce qu'il est avec Storer. C'est-à-dire que c'est pas le dernier lâché de son équipe. Techniquement, Storer a dû l'attendre. C'est ça qui fait que c'est inquiétant pour Romain Bardet. Après, il finit avec Vlasov, donc peut-être aussi à un moment, il n'était pas très bien placé, Bardet dans le peloton, vers la moitié du Picon Blanco. Donc c'est peut-être aussi ce qui a joué. Il finit avec Menties, avec notamment Caruso, qui a roulé. Il est pas si loin que ça de notamment Hugh Carty. Donc voilà, il perd une trentaine de secondes aujourd'hui. Romain Bardet, est-ce que c'était un coup de moins bien? Est-ce que c'était de la fatigue par rapport aussi à sa chute du Tour du Burgos?
C'est surprenant, c'est vrai que c'est pas l'idéal quand même pour Romain Bardet. On verra dans les jours à venir comment ça se passera. Ah, attaque de Marlou! On continue avec le coureur au top. Je commence avec Ren Taaramäe. Ren Taaramäe, donc vainqueur du jour, en tête de cette Vuelta. Quand j'ai vu l'échappée, je me suis dit il faut quand même se méfier de Taaramäe. Taaramäe, bon, les 3/4 du temps, il est pas bon. Mais quelques fois dans la saison, il est excellent, Taaramäe. Et donc là, aujourd'hui, c'était une journée qui était excellente. Moi, j'ai commencé à y croire, c'est quand j'ai vu qu'il avait le visage impassible. Taaramäe. Alors, faut toujours se méfier parce que Taaramäe n'est pas forcément le coureur qui montre énormément quand il craque. Mais je regardais son coup de pédale, le visage qui n'était pas marqué. Dombrovski, on voyait, il se démenait pour lâcher tout le monde. Lui, il est resté dans la roue. Il n'a pas fait d'efforts superflus, Taaramäe, quand on regarde dans la journée. Et puis, après, une fois qu'il est parti, on sait que c'est un coureur qui, dans ce genre de situation, n'est pas vraiment battable. Bon, après, Taaramäe, ça reste quand même un coureur qui pour moi est une énigme dans le cyclisme à 34 ans. Vainqueur donc de 2 étapes du Tour d'Espagne, mais avec 10 ans d'écart, 2011-2021. Vainqueur de l'Arctic Race of Norway, du Tour de Burgos, d'une étape du Tour d'Italie, du Tour de Slovénie, du Tour de l'Ain. 3e du Tour de Romandie en 2009, de la Vuelta de Catalunya en 2010. 11e du Tour de France 2011, 4e du Paris-Nice 2011 également. C'est un coureur qui, chez Cofidis, tentait de jouer le général. Et il a quand même pas mal bourlingué depuis Cofidis. Il est passé notamment chez Astana, Katusha, Direct Energy, Intermarché désormais. Et avec des résultats assez moyens, voire médiocres, assez souvent depuis Cofidis. Coureur, oui, où j'ai jamais su... C'est un peu comme Kreuziger, quoi. Kreuziger, c'est aussi un peu similaire. C'est des coureurs qu'on voyait jouer les générales des grands tours. Et puis au final, ils sont toujours retrouvés dans des situations un peu bizarres. C'est-à-dire à craquer quand on les attendait. Je pense notamment au Tour de France 2012, on l'attend et puis il n'est pas du tout au rendez-vous. C'est un coureur qui... n'a jamais vraiment réussi à être constant dans sa carrière. Quand on voit ses résultats, c'est frappant. Certaines années, c'est assez incroyable de ne pas réussir à avancer, à mettre un pied devant l'autre, on va dire. C'est un coureur qui a souvent déçu, Ren Taaramäe. Mais encore une fois, quelques fois dans l'année, il arrive à faire des coups assez incroyables. Moi, je me souviens d'une fois d'une étape du Tour de France où il était parti en échappée, il s'était fait reprendre, mais il avait vraiment montré une belle résistance. Bon voilà, c'est Taaramäe, c'est un coureur qui restera une énigme dans son inconstance assez énorme quand même tout au long de sa carrière. Je continue du côté des coureurs au top avec Miguel Ángel López. J'ai trouvé impressionnant André Lopez. Je ne sais pas si c'est le leader sur cette Movistar. Enric Mas aussi a été bon. La Movistar en général a été très très forte, avec notamment un beau travail de Valverde qui a quand même fait vraiment péter le groupe dans le dernier kilomètre 200, dernier kilomètre 300. Valverde, mais moi André Lopez, j'ai vraiment eu l'impression d'un coureur qui était pas à son maximum du tout dans la montée, qui était vraiment très tranquille. Le coureur colombien, donc j'ai été assez frappé par cette facilité qu'avait le Colombien dans cette dernière montée du Picon Blanco, vraiment tranquille, quoi, vraiment assez tranquille. Et il arrive quand même assez frais sur cette Vuelta, parce que je rappelle, Miguel Ángel López, il a repris au Tour de Romandie. Alors ça a été un problème, parce que je pense avant le Tour de France, il enchaînait énormément de jours de course en très peu de temps, et ça engendrait de la fatigue. Par contre, il a très peu roulé désormais depuis le Tour de France, voire même, je vérifie, oui, il n'a pas roulé même depuis le Tour de France, et son abandon lors de l'étape de Libourne, l'étape numéro 19. Et depuis, c'est vraiment pas mal sur la Vuelta d'Espagne. Et je pense qu'il a repris de la fraîcheur physique. Il avait vraiment enchaîné beaucoup trop de jours de course en très peu de temps. Et là, il va peut-être finir très fort. Et comme il arrive avec seulement... avec quand même 43 jours de course, mais très peu là depuis fin juillet. Depuis le 15 juillet, il n'a pas roulé, donc il a eu un gros mois de pause. Ça lui a permis de se rafraîchir. Encore une fois, il a enchaîné donc 40 jours de course
entre donc le 27 avril et le 16 juillet, enfin le 15 juillet. Ça fait beaucoup de jours de course, hein. En très peu de temps. Je pense que ça a été une erreur stratégique de la part de Movistar et de sa part, parce qu'on voit il fait un bon Dauphiné. Par contre, sur le Tour de France, il n'a jamais été existant du tout. Il était totalement en méforme. Et là, sur cette Vuelta, ça reste un très bon coureur qui est quand même bien intégré, j'ai l'impression, du côté de la Movistar. Donc il faudra faire attention à lui sur la suite de la course. Et puis je termine avec Adam Yates, qui a été vraiment bon aujourd'hui. Adam Yates, bon, après faut savoir est-ce que ça sera le lieutenant de secours, voire même le leader de rechange au cas où Egan Bernal passe à la trappe. Mais j'ai trouvé vraiment bon Adam Yates sur cette étape. Après, c'est un type de parcours qui lui convient bien. Il aime bien ces montées de 7-8 km. Adam Yates, il a un peu plus de mal sur les très longs cols, le Britannique. Et puis là, il a été très, très performant quand même sur cette étape. Donc, avec un Egan Bernal qui finit avant-dernier du groupe, juste devant Valverde. Encore du côté d'Egan Bernal, je suis pas totalement rassuré par le coureur colombien. Donc, Adam Yates, on verra, mais c'est intéressant. Après, c'est souvent un coureur qui est assez inconstant aussi, Adam Yates, sur les grands tours. Donc, voilà, il a souvent enchaîné le bon et le beaucoup moins bon. Je termine avec les bonnets d'âne. Du côté donc des bonnets d'âne, moi j'ai mis Sepkus aujourd'hui. Je voudrais comprendre la stratégie chez Jumbo avec Sepkus. Alors je sais pas si là il a travaillé pour Roglic et au final il a craqué, ou si c'est lui qui a craqué de lui-même. Mais j'ai du mal à comprendre leur stratégie à la Jumbo autour de Sepkus, parce que déjà, moi, je m'attendais à ce qu'il soit leader seul sur ce Tour d'Espagne. Alors, certes, il y a eu la chute de Roglic qui a changé beaucoup de choses, mais j'aimerais un jour qu'on lui confie les clés du camion quand même à Sepkus. Et puis, là, encore une fois, 3,40. Alors, est-ce que c'est lui? Mais j'ai l'impression quand même qu'il a bossé un petit peu pour Roglic pendant l'étape. C'est surprenant quand même, Sepkus, là aussi, hein. Cette contre-performance aujourd'hui. Mais du côté de la Jumbo, je trouve qu'on l'utilise assez mal. Par exemple, là, sur le dernier Tour de France, il aurait dû être leader de secours. À partir du moment où on savait que sur l'étape 3, à Pontivy, Roglic était tombé, et donc je pense qu'il savait qu'il était bien râpé, et qu'en interne, il savait que il y avait possibilité que ça aille pas au bout pour Roglic. Sepkus, et vu ce qu'il a fait en dernière semaine, il a quand même été très performant. Je comprends pas pourquoi on ne l'ait pas mis en tant que leader. C'est-à-dire qu'on est switché, on va dire, un peu la situation, parce qu'il avait fait un bon chrono, et puis d'un coup, il lâche aussi, sans qu'on ait l'impression en plus qu'il soit en difficulté. Parce que là encore, sur cette étape-là, j'ai pas l'impression quand il lâche qu'il est en difficulté. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris par la stratégie de la Jumbo autour de Sepkus, parce que je me dis, c'est un coureur avec lequel on pourrait faire peut-être tellement mieux, j'ai l'impression, et qui aujourd'hui on ne l'utilise peut-être pas à 100% de ses capacités. Je continue du côté des flops avec Carapaz. Pas simple, hein, l'après JO, je pense, pour Carapaz. C'était le premier quand même champion olympique de cyclisme du côté de l'Équateur. En Équateur, c'est quand même pas le pays où il y a le plus de champions olympiques, donc je pense que ça a été bien fêté au pays. Du côté de Carapaz, le contre-coup, c'est que quand vous faites la fête, vous pouvez pas bien récupérer. Il y a eu quand même énormément de décalage horaire. On voit quand même qu'il y a peu de mecs qui ont été au Japon qui arrivent à être performants pour le moment, parce que je dirais à part Ciccone et Roglic, il y a beaucoup de coureurs qui souffrent de ceux qui étaient aux Jeux Olympiques. Et du côté de Carapaz, le contre-coup des Jeux, je pense, tout simplement. Ça va être plus facile quand même chez Ineos, parce que ils étaient venus avec beaucoup de coureurs, notamment Sivakov et Carapaz, qui auraient pu jouer le général. Ces deux-là ont été dégagés hier. Donc là, ça va être plus facile, hein. Ça va jouer entre Adam Yates et Bernal. Et j'ai envie de dire, ça va jouer entre Bernal et Bernal. Par contre, faut pas que Bernal ait des jours et des coups de moins bien, parce que sinon la victoire sur cette Vuelta sera beaucoup plus compliquée. Et puis je termine avec James Knox, le Britannique. Là aussi un petit peu surpris, le cours de la Deceuninck, 3,15 aujourd'hui.
Pourtant, je pense qu'on travaillait pour lui, hein, du côté de... Je pense pas qu'on travaillait pour Maury Van Sevenant. Mais James Knox, c'est un coureur qui est capable d'être très bon sur des courses d'une semaine. Mais dès qu'il est sur les grands tours, j'ai l'impression que c'est pas exceptionnel pour le coureur britannique, donc assez déçu par la performance de James Knox. Voilà, 3,15 aujourd'hui, c'est quand même un écart assez important pour cette étape. Cet après-midi, on va partir de El Burgo de Osma pour aller à Molina de Aragon. Étape toute plate. On sera quand même aux alentours de 1000 mètres d'altitude pendant toute la journée, donc voilà, il faudra faire attention avec la chaleur, ça peut avoir des conséquences. Sprint intermédiaire et bonification qui seront au même endroit, ça sera à 60 bornes de l'arrivée. Autant vous dire qu'on risque pas d'attraper les bonifications pour les coureurs. Je comprends pas, moi, les sprints de bonification. Ils ont fait la même chose que sur le Tour de France. Je comprends pas l'intérêt. Là, on part quand même pour 2 jours de plat avant d'avoir l'alto de la Montaña de Culera. Ça sera jeudi, et d'avoir jeudi et vendredi des arrivées en bosse. Vendredi, étape assez intéressante entre Gandia et Balcón de Alicante, et puis d'avoir une étape de plat samedi, et dimanche on aura une étape difficile, si je me suis pas trompé dans les jours, avec une arrivée hors catégorie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à réagir dans les commentaires, puis nous on se retrouve donc demain pour faire le débrief de ce sprint. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.